en fait, on est, et je rejoins totalement Jean-Pierre Chevènement sur cette affaire de l'euro, on est face à un dogme. Einstein disait qu'il ne faut jamais attendre de ceux qui créent les problèmes qu'ils puissent les résoudre. Et comme Einstein n'était pas bête, je pense qu'il avait totalement raison. Nous sommes face à un tabou, un dogme, et il ne faut pas attendre de ceux qui, depuis 20 ans, croient en l'euro comme dans une religion. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal Le Monde, il y a eu une page sur les économistes qui étaient hostiles à l'euro et votre serviteur, et il y avait marqué les mécréants de l'euro. C'était une forme d'humour, j'imagine, mais on est face à une espèce de religion qui rend totalement aveugle. Et je suis totalement d'accord avec Jean-Pierre Chevènement, je pense qu'il faut sauver la face. Et donc, on pourrait très bien avoir l'euro-franc, l'euro-marque, l'euro-drachme, l'euro-pesette, rattaché à un euro monnaie de réserve. On pourrait même, d'ailleurs, à terme, imaginer que les pays qui ne sont pas dans la zone euro se raccrochent à cette monnaie commune, et ça leur donnerait la flexibilité évidente dont on a besoin, qui permettrait d'éviter de pourrir le bilan de la BCE pour des milliers de milliards, et qui éviterait aussi de continuer cette fuite en avant, car bien évidemment, même si les Allemands, et je pense que la présentation qu'a fait Jean-Pierre Chevènement était dialectique, même si les Allemands acceptaient que la BCE puisse continuer à acheter des obligations italiennes, espagnoles, et pourquoi pas françaises demain ou après-demain, même si les Allemands l'acceptaient, si on ne change pas la cause du mal, c'est-à-dire la cause des déficits, la cause de la dette, on fait croire que la dette est tombée du ciel, on fait croire, dans une démarche que je trouve assez pétiniste d'ailleurs, que la dette est toujours la faute des Français, qui devraient renoncer à tout ce qu'ils sont, à leur modèle social. La dette, elle est tombée, pas tombée du ciel. Les déficits, ils sont liés, certes, parfois à des gaspillages, et on peut sans doute bien mieux gérer les dépenses publiques, mais elle est principalement liée à l'effondrement des recettes. L'effondrement des recettes lié à l'effondrement de l'économie productive, au dépérissement de notre industrie. La France a perdu 1 million d'emplois industriels en 10 ans. L'industrie automobile française a quasiment délocalisé la moitié de sa production, un peu moins, en 5 ans. C'est considérable. On va avoir un déficit du commerce extérieur en 2011 de 70 milliards d'euros en France. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que dans notre vie politique, et la plupart des éditorialistes de notre pays écrivent, parlent, comme si, en fait, on ne s'attachait qu'à la surface des choses. Et on ne va jamais à la cause de ces déficits, de cet effondrement des recettes fiscales et sociales, jamais à la cause de la dette. Et c'est extrêmement grave sur un plan politique, et je vais revenir ensuite sur quelques mesures pratiques, mais on les a déjà dites ce matin, les mesures, on les connaît. Ce qui est extrêmement grave aujourd'hui, je trouve, dans notre pays, et d'ailleurs c'est assez paradoxal, c'est qu'on voit des dirigeants politiques qui à la fois font preuve d'une espèce d'optimisme béat complètement enfantin. Ça va s'arranger, la crise va passer. Enfin, moi, depuis que je suis étudiant, j'entends parler de la sortie du tunnel, donc ça commence à faire un certain temps, d'un côté, et en même temps de l'autre, ce qui est beaucoup plus grave encore, une sorte de défaitisme et de résignation totale en disant, bah, finalement, comment on va s'en sortir si ce n'est par la souffrance. Il y a une sorte de masochisme collectif, qui est un masochisme qui décourage les Français, qui leur fait croire qu'il n'y a pas de solution, qu'il y a une fatalité et que finalement on devrait maigrir éternellement, un peu comme le régime de Salazar au Portugal, qui a abouti à une catastrophe dans l'histoire dans ce pays. D'ailleurs, ça ressemble aussi beaucoup. Je relisais des textes de Laval 1935. Je vous demande d'aller voir, d'aller lire le discours au Parlement de Laval pour refuser le franc, pour refuser la dévaluation de la livre sterling, du dollar, et pour s'accrocher au franc. Or, je ne veux pas être inconvenant avec certaines personnalités politiques et avec certains ministres, mais c'est incroyable. Ce sont les mêmes mots. C'est la faute des Français, on dépense trop, notre système social n'est pas le bon, il faut souffrir, 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 au point de mourir guéri. Et on a vu dans quel état était la France ensuite, avec la suite du Front populaire et une industrie exsangue. Alors bien sûr, la vie n'est pas que répétition du passé, mais il y a quand même certaines leçons à tirer. Donc tout ça pour dire que l'enjeu pour moi fondamental, c'est l'économie réelle, et c'est de savoir si on est capable, dans notre pays, au moment
où on assiste à cet effondrement de mettre en place une stratégie économique et sociale. J'insiste sur les deux mots qui pour moi sont fondamentalement liés, une stratégie économique et sociale de relocalisation. Car si nous ne sommes pas capables de retrouver une base industrielle, si nous ne sommes pas capables de stopper déjà l'hémorragie et de repartir de l'avant pour être actifs dans la mondialisation, loin de moi l'idée de nier ce qui existe, simplement d'avoir un cap politique et une volonté politique, eh bien nous serons un peuple d'esclaves qui d'ailleurs sombrera dans des troubles obligatoirement sociaux et politiques. Pour qu'on puisse protéger les intérêts économiques de la France, il faut donc retrouver une politique française. Retrouver une politique française, c'est en avoir la volonté, et je suis d'accord avec François, bien évidemment, même dans le cadre actuel, on pourrait faire mieux et avoir une volonté. Mais avoir une volonté, si on n'en a pas la capacité, et si on ne s'en donne pas la capacité, aboutit finalement à faire des ronds dans l'eau. Je compare souvent, dans des discours peut-être un peu plus simples, politiques, le vélo d'appartement et le Tour de France. À partir du moment où on a signé des traités qui nous dépossèdent de tous les éléments de notre action politique, on a transformé le vélo du Tour de France en un vélo d'appartement. On pédale, mais ça n'a aucune prise sur la réalité. Et je réagissais un peu, et je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une anecdote sur l'affaire des négociations commerciales internationales. Je me souviens, la seule fois où j'étais à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, c'était lors de l'élection législative, après l'élection législative, il réunit tous les parlementaires, même si j'étais non inscrit, je suis invité, j'y vais. Très beau discours aux parlementaires, tu devais y être, sur on ne laissera jamais tomber notre agriculture, on ne laissera pas tomber notre industrie, et ils vont voir ce qu'ils vont voir à l'OMC, et on mettra le veto de la France, et ils vont voir ce qu'on va voir. Bon, très bien. Je croise Henri Guénaud en partant, et je lui dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, Henri. Le droit de veto, il me semble que dans la préparation du traité de Lisbonne, comme c'était dans la Constitution, au projet de Constitution européenne, le droit de veto sur les négociations commerciales internationales est supprimé, puisqu'on passe à la majorité qualifiée, totalement, pour les négociations commerciales. Il me dit oui, bien sûr. Et je lui dis, mais tu t'en vas là? Oui, il me dit, on va justement à Bruxelles, là, signer les travaux préparatoires du traité de Lisbonne. Et je lui dis, alors donc, si je comprends bien, le président Sarkozy, le matin, dit qu'il va mettre le droit de veto sur les négociations commerciales pour défendre notre agriculture, et l'après-midi, va signer un traité avec des partenaires qui suppriment ce droit de veto. Donc je voudrais savoir comment on fait. Et une phrase terrible qui dit, mais la France est au-delà des traités. Ah. Bon, j'aime beaucoup Henri, mais la France est au-delà des traités, sauf qu'à force d'être au-delà des traités et d'avoir signé n'importe quoi depuis 20 ans, elle se trouve nue, impuissante. Et étant impuissante, elle peut faire tous les discours de la terre. Les présidents ne sont pas avares de discours, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, souvent de très beaux discours. Mais dans la réalité, ce sont des arbitrages systématiquement perdus, puisqu'on a signé des traités qui nous mettent en minorité. Et Marie-France Garot a souvent l'habitude de dire, dans une entreprise, on voit rarement des chefs d'entreprise se transformer en associés minoritaires. À force de s'être placés en situation d'associés minoritaires, sur des sujets fondamentaux, on a perdu la maîtrise. Et c'est là où j'ai peut-être des différences avec certains d'entre vous, c'est que je ne crois pas un instant que l'on pourra mettre en œuvre une politique de redressement du pays si on ne dessert pas cet étau absurde qui n'a rien à voir avec l'Europe, qui est l'Union européenne, et ne confondons pas Union européenne et Europe, qui a dénaturé l'idéal de réconciliation, de coopération entre les États, et qui nous a mis dans un piège qui explique l'impuissance générale, l'absence de volonté de vouloir, la démission de nos élites, puisqu'à chaque fois que des ministres ou des élus de la République proposent quelque chose, on leur dit « Ah, c'est pas possible ». Alors moi, je dis très clairement que si on ne s'échappe pas, et on le fera naturellement, mais malheureusement dans le drame, si on ne corrige pas ces traités, si on ne retrouve pas une marge de manœuvre, si on ne reconstruit pas une Europe des coopérations, que je sache, les deux plus belles réalisations, Airbus et Ariane, il n'y avait ni l'euro, ni la supranationalité, et on a pu les faire. Donc si on ne rebâtit pas, si on n'a pas la volonté de changer ces règles du jeu, que ce soit celle de l'Union européenne ou celle de l'OMC, eh bien on passera notre vie à faire des colloques, des discours, on passera toute notre vie à dire il faudrait faire du protectionnisme européen, il faudrait une monnaie commune, il faudrait ceci et cela, mais on n'aura pas de résultat, et la situation continuera ainsi. Alors maintenant, très rapidement, vous dites qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, un éventail de politiques qui inverse totalement
tout ce qui existe aujourd'hui, puisque aujourd'hui tout est fait objectivement. Ce pilotage automatique, cette navigation à vue, soumise aux forces extérieures, qui sont totalement libre-échangistes, aboutit obligatoirement pour une entreprise à délocaliser. Tout est fait pour délocaliser. Tout n'est pas que la faute de l'Union européenne et de l'OMC. Il y a aussi de notre fait, et je vais y venir. Mais tout est fait pour délocaliser. Donc relocaliser, cela veut dire très systématiquement faire en sorte que les entrepreneurs et les entreprises aient intérêt à produire en France. Ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra recréer de la valeur et réduire nos déficits et réduire notre dette sans sombrer dans ce cercle vicieux malthusien de réduction des dépenses publiques qui finalement n'aboutit pas à la réduction des déficits. D'ailleurs, on l'a vu en Grèce et on le voit malheureusement en France. Alors, quelques axes très vite, et après je laisserai la parole. J'ai juste un quart d'heure, j'ai 5 minutes encore. Bien sûr, le premier point fondamental, et je le maintiens, c'est la monnaie. Il n'est pas d'exemple dans l'histoire économique des peuples qu'avec une monnaie surévaluée de 30 à 40%, quels que soient les plans de rigueur, les efforts de compétitivité, vous puissiez vous en sortir. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi la sortie, alors j'ai changé dans ma formulation parce que j'ai bien vu que la sortie de l'euro, alors là, c'est l'apocalypse, mais la transformation de l'euro en monnaie commune est la seule solution, et heureusement d'ailleurs les faits vont y conduire naturellement, malheureusement dans la panique et le chaos, au lieu de le faire intelligemment, parce qu'après la Grèce, il va y avoir l'Espagne à la fin de l'année, et l'Espagne, le système va exploser. Simplement, le grand danger que je vois, pardonnez-moi de faire une parenthèse là-dessus, le grand danger que je vois, c'est que dans la théorie culpabilisatrice permanente, masochiste française, on va avoir, ils vont nous dire, je les vois d'ici, oui, l'Espagne sort, la Grèce, Portugal, mais ce sont les pays du Sud, nous on est français, on va s'arrimer à l'Allemagne. Il faut s'arrimer à l'Allemagne. Vous allez voir ce que vous allez voir, c'est la seule solution. Et on va voir ça. Alors là, on va voir le discours terrible, historiquement répétitif. Faut s'arrimer à l'Allemagne. Et alors là, c'est le pire des scénarios, parce qu'on sera concurrencé au Sud par une monnaie dévaluée, et on sera arrimé au Nord avec l'Allemagne dans une espèce de sous-protectorat qui nous rappellera les pires heures de notre histoire. Et encore une fois, ce n'est pas la faute de l'Allemagne. L'Allemagne défend ses intérêts, l'Allemagne fait son boulot. C'est nous qui sommes faibles. Et on ne peut pas construire l'Europe sans un rapport d'égalité et de partenariat avec nos amis allemands. C'est impératif, ça a été la condition du succès de la réconciliation et de la construction européenne au lendemain de la guerre. Je ferme la parenthèse. Deuxième point, une politique industrielle et scientifique. Toutes nos réussites d'aujourd'hui sont le fruit de l'investissement scientifique des années 60 du général de Gaulle, où je vous rappelle que la part de la recherche dans le PIB était de 5 à 6%. 5 à 6%. Il ne faut pas s'étonner, en étant tombé à 2 et poussières, je n'ai plus en mémoire, qu'on en soit là. Si on n'a pas un investissement massif pour gagner le 21e siècle, pour être présent sur les produits d'avenir, pour que nos entreprises ne soient pas complètement larguées sur tous les produits d'avenir, il faut investir. Mais investir, ça veut dire quoi? Parce qu'on a eu 50 plans, on a eu les pôles de compétitivité, etc. C'est se donner une capacité financière. Et moi, j'aimerais qu'on réfléchisse. La France a la chance d'avoir une démographie forte, c'est un atout essentiel, et une épargne forte. Nous avons une épargne forte. Donc la question n'est pas tant d'avoir l'épargne, que de l'orienter vers l'industrie, que de l'orienter correctement. Et à cet égard, je crois qu'on a beaucoup à faire pour revoir, bien évidemment, les circuits de financement de l'économie, et cela amène, bien évidemment, à la réforme bancaire. Je crois qu'Arnaud Montebourg en parlera. C'est très simple. Soit on reprend le contrôle de l'oligopole bancaire qui a mis sous tutelle le pouvoir politique en France, soit on ne s'en sortira pas. C'est la question majeure. Parce que qui dirige, on le voit bien. Et il est insensé de se dire que l'on a des participations publiques dans des banques aujourd'hui en France, de l'État, et que le gouvernement a abandonné le droit de vote. C'est absolument ahurissant. En un mot, il va être obligatoirement nécessaire de recapitaliser les banques. J'ose espérer qu'il y a un contrôle et pourquoi pas une séparation des banques de détail et des banques d'investissement, une suppression des bonus, changement des dirigeants, car il est quand même insensé de voir que des dirigeants qui divisent par 2 la capitalisation de leur banque continuent à s'octroyer des rémunérations extravagantes et ont bonne conscience et continuent comme si de rien n'était et donnent des ordres au gouvernement. On n'a jamais vu ça. Deuxième point sur cette politique industrielle et scientifique. Un des points fondamentaux pour la financer, c'est de déroger bien évidemment la loi de 73 qui a été reprise dans le traité de Maastricht puis de Lisbonne. Car il n'y a quand même aucune raison, et c'est un tabou fondamental,
dont vous avez parlé. Il n'y a aucune raison que le contribuable paye des intérêts, aucune raison, pour financer des investissements publics à long terme. Jefferson ou Lincoln, je le cite dans mon bouquin, l'ont déjà dit. À partir du moment où on abandonne la création monétaire aux banques privées, c'est la fin de la démocratie, disait-il. Ils l'ont écrit. Et on le voit aujourd'hui. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire marcher la planche à billets pour payer des dépenses de fonctionnement. Et il est évident que s'il y a eu la loi de 73, c'est parce qu'il y avait eu aussi des abus inflationnistes. Mais entre des abus inflationnistes d'un côté et un privilège d'émission qui a été concédé au secteur privé et qui ruine nos budgets en payant des intérêts qu'on ne devrait pas payer, il y a une marge à trouver, un équilibre à trouver. J'ajoute, et c'est peut-être pourquoi je n'ai pas eu un article, tout à l'heure vous parliez des obligations et de la politique, j'ai fait un chapitre sur France Trésor, j'étais sur Internet, et j'ai vu avec effroi quel était le comité stratégique de France Trésor. Allez voir le comité stratégique de France Trésor. Tout est sur le site. Monsieur Fischer, co-responsable de la gestion obligataire chez BlackRock, fonds spéculatif américain. Monsieur Francesco Giavasi, professeur d'économie à l'université Bocconi de Milan, avec un palmarès étonnant dans le système financier. Monsieur O, membre du directoire de la compagnie financière de Rothschild. Monsieur Philippe Hildebrand, vice-président de la direction générale de la Banque nationale suisse. Monsieur Karsanti, président exécutif de l'International Capital Market Association. Monsieur Koksong, directeur général du gouvernement de Singapore Investment Corporation. Et monsieur de Mazières. Ce sont eux qui font la politique de placement des obligations de la France. Mais c'est ahurissant. Je n'ai pas eu un article là-dessus. Pas un. Parce que ce chapitre France Trésor, personne n'a voulu en parler. Ce sont eux qui décident. C'est un conflit d'intérêts monstrueux. Puisqu'en même temps, ce sont eux qui prennent des commissions sur le placement des obligations françaises. Il faut reprendre en main notre gestion de notre dette. À la fois en la gérant intelligemment par un système public et en mettant de l'ordre dans ce conflit d'intérêts absolument ahurissant qu'il y a dans notre pays et qu'on ne veut pas même citer. Et c'est ainsi qu'on pourra amener la capacité d'épargne des Français, parce que les Français épargnent, et la faire aller vers l'industrie, vers l'investissement scientifique, vers des grands programmes de recherche que nous pourrions faire avec nos partenaires allemands, italiens, espagnols. Il ne s'agit pas de se claquemurer, on nous présente toujours comme une espèce de souverainiste albanais qui voudrait mettre des frontières. C'est pas ça, c'est de retrouver une stratégie offensive pour mettre l'argent des Français au service de l'intérêt des Français et des entreprises. Après, et j'en finirai là, il va de soi qu'il faut bien évidemment rétablir la loyauté de l'échange. Arnaud Montebourg, et j'en suis ravi parce que il a enfin, et comme ça je me sens un peu moins seul, puis on présente toujours Marine Le Pen avec moi, donc je dis il y a Marine Montebourg aussi, je plaisante, je ne vais pas être content. Mais non, mais vous savez, on est dans un pays qui va si mal, avec des articles et une espèce de pensée unique aussi inconsciente, c'est au bout d'un moment révoltant quand on voit les souffrances sociales de notre peuple, enfin qu'importe. Rétablir la loyauté d'échange, il ne s'agit pas de partir dans un protectionnisme, M. Lignac a écrit là-dessus des choses, il s'agit simplement de compenser, de faire jouer simplement pays par produit et par pays des tarifs douaniers, mais cela veut dire bien évidemment s'échapper des accords internationaux, et à un moment dire stop, ça suffit, on ne va pas laisser dépérir notre industrie à ce point. Mais ça ne s'agit pas, je finirai là-dessus, uniquement de la faute de l'euro, uniquement du problème d'investissement dans l'économie productive, uniquement du libre-échange déloyal. Il y a aussi, il faut quand même le reconnaître, des charges trop élevées qui pèsent sur nos entreprises. Et quand on cumule une monnaie de 40% surévaluée, un libre-échange déloyal et du dumping social environnemental, et des charges très élevées avec des prélèvements obligatoires quand même très élevés, il ne faut pas s'étonner que notre pays perde toute sa substance. Alors il est vrai, moi je propose quelques mesures pour réorienter et redéployer notre système fiscal, pour aider nos PME, parce qu'aujourd'hui, finalement, on exonère ceux qui délocalisent et on surtaxe ceux qui produisent encore en France. Il ne faut pas s'étonner que le système n'aille pas. Donc il faut complètement inverser la charge. C'est pourquoi je propose la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices dans notre pays. C'est pourquoi je pense qu'il faut quand même réformer l'État. C'est pourquoi aussi je pense qu'on n'échappera pas à un transfert des cotisations sociales vers une taxe à la consommation. Ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga, mais je pense qu'il faut absolument baisser les charges sociales sur les PME si on veut quelque chose. Il faudrait aussi, parce que c'est aussi un élément de compétitivité bien sûr, réformer notre école, revenir à l'école de la République, revoir notre formation professionnelle, etc., etc.
Je ne veux pas... Ah si, dernier point, j'ai proposé, j'en étais ravi, quelqu'un l'a proposé, l'étiquetage. On est bien capable d'étiqueter les produits pour savoir combien de kilowattheures ils utilisent, et on ne serait pas capable d'étiqueter nos produits pour savoir quelle est la part composée, la composition des parts produites en France ou non. Ça, c'est une mesure que nous devrions faire. Certes, elle est totalement illégale dans l'Europe de Bruxelles d'aujourd'hui, mais nous pourrions la faire. Enfin, et dernier point, la participation dans l'entreprise pour solidifier le capital de nos entreprises et faire en sorte que les meilleures ne soient pas toutes achetées et dépecées ensuite pour, bien évidemment, le plus grand malheur de nos concitoyens. Voilà, j'ai été peut-être un peu long. Premier point essentiel, c'est possible, et il faut arrêter cette fatalité de triste mémoire, cet esprit de résignation. Mais deuxièmement, il faut être clair, c'est s'évader, revoir de fond en comble les règles internationales et européennes, et je crois qu'on n'échappera pas à l'épreuve de force. Malheureusement, je crains que l'épreuve de force ne vienne que quand le peuple se révolte, et je crains aussi que cela prenne un peu trop de temps, du moins. En tout cas, il faudra tout faire pour que nos concitoyens se réveillent, sinon ils deviendront paupérisés et esclaves de décisions prises ailleurs pour eux.